Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Actu Hebdo de ce 17 août 2025. Au menu aujourd'hui, le plan national de riposte à l'insécurité alimentaire. Son lancement officiel a eu lieu cette semaine sous la présidence du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Plus de 12 milliards de francs CFA seront mobilisés pour venir en aide à environ 1,5 million de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Pour en savoir plus, nous avons avec nous Redouane Ag Mohamed Ali, commissaire à la sécurité alimentaire. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue. Dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons de salubrité avec la fin du concours qui a mis en compétition pendant 4 mois les quartiers de Bamako et de Kati. La remise officielle des prix aux gagnants du concours s'est déroulée cette semaine. Pourquoi un tel concours à Bamako et Kati? À cette question et à bien d'autres répondra Nyarga Oulé Dambélé, directeur national de l'assainissement, du contrôle des pollutions et nuisances. Bonjour, monsieur Dambélé, et bienvenue. Bonjour, monsieur Kounet, merci. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a lancé officiellement cette semaine le plan national de riposte à l'insécurité alimentaire. Un plan qui vise à porter assistance à près d'1,5 million de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Plus de 12 milliards de francs CFA seront nécessaires pour les distributions de céréales et des opérations de facilité alimentaire. Le reportage de Sira Batili sur la cérémonie de lancement et on revient sur ce plateau. L'alarme de détresse éteinte par le président de la transition pour la période de soudure. Le général d'armée Assimi Goïta met ainsi en marche la machine de solidarité au compte du Mali pour venir en aide aux nécessiteux. Un plan national de réponse 2025 à l'insécurité alimentaire lancé pour la 5e fois avec l'acheminement de vivres aux couches vulnérables. 4 gouverneurs reçoivent des mains du chef de l'État des décisions de dotation pour les régions de Kita, Nara, Djouila et le district de Bamako. Une réponse après un constat du commissariat à la sécurité alimentaire. L'équipe a identifié plus d'1 470 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë. L'État agit donc et débourse 12,74 milliards de francs CFA pour des interventions précises. Ce financement permettra entre autres de fournir une assistance alimentaire gratuite composée de 22 700 tonnes de céréales et 300 tonnes d'aliments poissons, de mettre en œuvre des opérations de facilité alimentaire sous forme de kits alimentaires vendus à moitié prix en faveur de 16 000 ménages vulnérables identifiés dans les différentes communes du district de Bamako et dans d'autres centres urbains à l'intérieur du pays. Monsieur le Président, en plaçant la sécurité alimentaire au sommet des priorités de l'État, vous avez bien su redonner confiance à nos compatriotes à travers des appuis et des efforts louables à différents niveaux afin d'amoindrir les effets de la crise alimentaire, particulièrement à l'endroit des plus vulnérables. En effet, grâce aux mesures préventives prises sous votre leadership, l'approvisionnement des marchés domestiques en céréales de base s'est globalement maintenu à un niveau satisfaisant et la stabilité relative des prix a permis de préserver l'accessibilité des populations aux denrées de première nécessité. Aux efforts de l'État se greffent ceux des partenaires pour faire face aux défis relatifs à la sécurité alimentaire. Un appui de 10 000 tonnes de vivres pour 685 000 nouveaux bénéficiaires par le Programme alimentaire mondial. Le PAM compte maintenir la dynamique dans le cadre de l'aide aux initiatives d'assistance des populations par l'État du Mali. Le PAM, aux côtés du gouvernement et des partenaires, restera pleinement engagé pour distribuer des vivres ou des coupons alimentaires, fournir un soutien nutritionnel aux enfants et femmes enceintes ou allaitantes, renforcer les moyens d'existence pour faire face au choc. Ensemble, nous pouvons progresser vers la souveraineté alimentaire et améliorer durablement les conditions de vie des populations maliennes.
La réponse au triptyque climat, économie et sécurité. Pour le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, avec la conjoncture actuelle, la situation sécuritaire et les changements climatiques, il faut s'adapter et assister les populations sans attendre que les urgences rattrapent. L'une des stratégies étatiques est donc le plan de réponse nationale à l'insécurité alimentaire, une vaste opération qui s'exécute en 3 volets. Tout d'abord, c'est avec une grande satisfaction et que nous venons de lancer officiellement le plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Et ce plan s'inscrit dans le cadre de l'assistance de l'État aux populations vulnérables et surtout en cette période de soudure. Cette opération va se dérouler sur l'étendue du territoire national et comprendra plusieurs volets, dont le premier volet c'est la distribution gratuite d'environ 22 000 tonnes de céréales de façon gratuite. Il y aura aussi un second volet qui consiste à mettre en vente environ 11 500 tonnes de riz subventionnés dans un système d'intervention économique. Le troisième volet, qui est le volet résilience, consiste à soutenir nos pisciculteurs, l'aménagement des périmètres maraîchers et surtout la restauration des terres dégradées. La souveraineté pleine est d'abord alimentaire, une conviction et une vision présidentielle mise en œuvre à travers le plan de réponse nationale à l'insécurité alimentaire. Ce plan national de réponse à l'insécurité alimentaire est conforme à la vision de souveraineté alimentaire de la transition et qui vise à garantir l'accès équitable à une alimentation suffisante et saine. Et nous sommes très conscients des défis que notre pays traverse, notamment les aléas climatiques, les crises internationales et surtout les problèmes de sécurité dans certaines localités. Et ces facteurs exogènes affectent lourdement nos populations, raison pour laquelle les autorités de la transition ont placé au cœur de leur priorité la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos concitoyens. Je voudrais aussi, avant de terminer, remercier les appuis multiformes et constants de nos partenaires techniques et financiers et qui ont su garder à l'égard de notre pays leur confiance et leur appui. La sécurité alimentaire et nutritionnelle qui impose des exigences comme les réformes dans la gestion et l'acheminement des dons. À propos, le commissariat à la sécurité alimentaire qui déniche les bénéficiaires communique sur les réformes engagées relatives à un ciblage précis des bénéficiaires, une meilleure gestion des stocks nationaux, le renforcement du suivi, évaluation et de redevabilité, des impératifs pour la réussite de l'opération. Voilà, Monsieur le ministre, d'abord, quand est-ce que vous considérez une population comme étant en insécurité alimentaire? Merci beaucoup. D'abord, à l'entame de mon propos, je voudrais remercier l'ORTM de nous avoir donné l'occasion aujourd'hui, à travers cette émission, d'expliquer aux Maliennes et aux Maliens tous les processus qui interviennent en amont et en aval du lancement des opérations par le président de la transition. Alors, comment nous identifions les populations en insécurité alimentaire? Nous avons une agence spécialisée qu'on appelle l'agence de veille en sécurité alimentaire et nutritionnelle qui mène des évaluations chaque année sur la situation alimentaire. Ces évaluations sont conduites en 2 périodes précises de l'année. Donc les enquêtes sont lancées au mois de septembre avec des analyses qui aboutissent à une situation consolidée au mois de novembre. Les enquêtes sont conduites à travers le recrutement. L'agence dispose déjà d'un vivier d'enquêteurs, donc le recrutement de près de 800, sinon plus d'enquêteurs, à travers 3 centres, à partir desquels sont pilotés ces opérations-là, centre à Bamako, notre Mopti, à Kaï et à Tombouctou, donc 4 centres au total.
Et ces 800 enquêteurs parcourent l'ensemble du territoire national, toutes les communes, partout où cela est possible, parce qu'on peut noter que dans certaines zones, l'insécurité dans une partie vraiment marginale du territoire, telle que la zone qu'on appelle l'interfleuve dans le cercle du Massina, n'a pas été accessible l'année dernière aux enquêtes, et on espère que cette année on pourra le faire. Donc ces 800 jeunes disposent des outils de collecte. Ces outils de collecte remontent des données au niveau central à Bamako, lesquelles données sont analysées au niveau de l'agence et donnent lieu déjà à une première situation qui permet à l'agence de nous déjà communiquer une première alerte qui intervient généralement déjà en fin septembre. Et c'est à la suite de ça que vous voyez ici, il y a des zones de forte concentration. Voilà, c'est à la suite de ça que déjà le processus continue d'élaboration de ce qui doit aboutir à la situation de la sécurité alimentaire et du nombre de personnes et des zones touchées. Donc cela aboutit à un cadre harmonisé, c'est-à-dire que c'est un atelier national qu'on organise et qui regroupe l'ensemble des acteurs impliqués dans les questions de sécurité alimentaire. Et j'imagine qu'avec la crise sécuritaire, vous avez des difficultés souvent d'avoir un recensement assez complet. J'avoue que le recensement, pour le recensement, on se base sur les statistiques qui sont fournies par l'INSAT, c'est les statistiques nationales. Parce que la crise sécuritaire aussi entraîne des problèmes de sécurité alimentaire. Tout à fait, mais ça, je vais en venir, ça c'est au niveau des résultats. Au niveau des enquêtes, l'impact est minime parce que ça, ce sont des enquêteurs qui sont, comme tout le monde, parmi la population, qui sont recrutés localement et qui peuvent aller relativement partout. Après, c'est l'impact de l'insécurité qui se répercute maintenant sur la situation. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je peux dire ici que les facteurs principaux, en dehors de l'année exceptionnelle l'année dernière où les inondations ont joué un rôle important dans l'établissement de la situation, en tout cas comme cause de l'insécurité alimentaire, en dehors de cela, on peut superposer carrément la carte de l'insécurité alimentaire à celle de l'insécurité physique. C'est pourquoi on voit que les zones les plus touchées sont les cercles de Massina dont j'ai parlé et les régions de Majagara, de Douanza et de Menaka pour l'année dernière. Mais quand vous intervenez aussi, on sait que toutes ces populations, toutes les nécessités ne sont pas forcément dans une zone précise, dans un endroit précis. Est-ce que vous les regroupez pour ensuite intervenir? Non, nous ne les regroupons pas. D'abord, le premier exercice consiste à établir des zones de vulnérabilité. Donc, dans ces zones de vulnérabilité, les analyses disent, dans telle zone, en fonction de ce qui a été mesuré, un certain nombre de personnes peuvent être touchées par l'insécurité alimentaire. Après, on sait qu'à travers maintenant, c'est une autre opération qu'on appelle une opération de ciblage qui est menée localement par des partenaires à nous, qui sont généralement des ONG, mais qui travaillent directement sous la tutelle au niveau local, en tout cas, travaille avec les communes et avec des comités communaux de sécurité alimentaire ou alors les commissions que nous-mêmes on met en place, qui sont mises en place par l'administration qui s'occupe des distributions, d'abord de la réception des vivres et de la distribution. Ces commissions-là, avant de faire la distribution, travaillent avec ces ONG pour établir les listes des bénéficiaires. Et c'est cet exercice qui est assez complexe dans le contexte de déplacement des personnes. Parce que quand on dit que dans le cercle de Niafunke, par exemple, dont je suis ici, donc je prends l'exemple, et il y a 1000 personnes qui vont être touchées par l'insécurité alimentaire. Après, on va chercher quelles sont ces 1000 personnes. Mais la plupart des cas, dans les zones, par exemple, comme Menaka, où on a les cercles, des zones complètement qui sont vidées de leur population au profit de la capitale régionale, si on ne fait pas attention, on risque d'envoyer des aides dans des zones où personne ne se trouve. Parce qu'il y a des populations qui bougent aussi. Voilà, et donc dans ces zones-là, on croise ces données-là avec celles du développement social qui travaillent sur le recensement de toutes les personnes déplacées. Et donc c'est pourquoi à Menaka, en début d'année, l'aide qu'on a adressée, on l'a adressée à Menaka-Ville parce qu'on a constaté que l'essentiel de la population de Menaka, de la région de Menaka, est concentrée dans Menaka-Ville. Et après maintenant, les autorités peuvent aussi voir comment toucher les populations qui sont en mouvement. Tout à fait. Ce que nous on fait dans les régions difficiles où il y a vraiment l'insécurité, où il y a cette instabilité au niveau des populations, donc de là où elles vivent. Et donc nous faisons à chaque fois qu'on envoie les décisions de distribution alimentaire, en tout cas des dotations communales, on écrit au gouverneur régional pour dire que vous êtes maître de la situation, maître du terrain, et donc à vous maintenant de voir comment réajuster
tout ça en fonction des réalités que vous constatez sur le terrain et nous rendre compte en amont et en aval. Le président, on a vu lors de la cérémonie de lancement, le président de la transition a remis des décisions à 4 gouverneurs, le gouverneur de Kita, Dioula, Nara et Bamako. Pourquoi ces régions? Est-ce que ce sont les régions les plus exposées actuellement? Alors, non, ce n'est pas forcément les régions qui sont les plus exposées, qui sont choisies pour recevoir les décisions de main. Je vais expliquer pourquoi, c'est pour une raison précise. Simplement, nous, depuis un certain temps, on se force à travers l'OPAM à faire acheminer les stocks directement au niveau des capitales régionales, partout où l'OPAM dispose des capacités de stockage et des capacités de gestion. Ceci pour réduire les coûts de transport, pour l'acheminement parce que dans les temps, il n'est pas rare de voir des dons qui sont des vivres qui sont partis des cailles pour servir à Mopti ou pour servir à Tombouctou ou même à Kidal. Et donc là, on s'efforce à faire en sorte que les stocks sont positionnés dans tous les grands centres SNS, des cailles jusqu'à Gao. Jusqu'à Gao et bientôt à Kidal et à Menaka, dans certaines nouvelles régions aussi. Et donc, les gouverneurs, les cas précis de Bamako, ce sont les régions qui sont servies à partir du centre SNS de Bamako. Donc, on a choisi que le président, de façon symbolique, remette les décisions, les dotations des régions qui vont être servies et qui sont servies à partir du centre SNS de Bamako. D'accord. Vous aurez d'autres centres pour le centre, pour le nord. Voilà, donc à Mopti, ça sera Mopti, Douanza et Bandiagara. À Tombouctou, ce sera Tombouctou et Taoudani. Et à Gao, Menaka et Kidal généralement. Alors, vous procédez à des distributions gratuites. Alors, est-ce qu'on peut savoir déjà comment vous faites pour faire ces distributions gratuites? Est-ce que c'est vrai que vous allez acheminer les vivres, mais comment toucher directement les populations avec les gouverneurs, comme vous l'avez dit, mais exactement comment ça se passe? Alors, je vais aller très rapidement en disant que d'abord, les évaluations aboutissent à une situation, laquelle situation donne lieu à l'élaboration du plan national de réponse. Le plan national de réponse aboutit donc à une estimation du nombre de personnes à assister et de l'assistance à apporter en fonction des moyens qui sont mobilisés. Et une fois cela est fait, nous, à notre niveau, nos services font une répartition par commune en fonction toujours des évaluations établies. Et dès que cette répartition est faite, on fait des décisions qui donnent des dotations au niveau régional. Ces dotations sont faites commune par commune, avec des précisions qui vont jusqu'aux communes et sont adressées aux gouverneurs. Et dans cette même décision, on explique que les vivres sont pris en charge par nous-mêmes, c'est-à-dire qu'au niveau du nouveau centre SNS régional jusqu'au niveau commune, donc nous avons des partenaires contractualisés, transporteurs, qui se mettent à la disposition des autorités pour acheminer ces vivres-là. Les autorités mettent en place, ce qu'on leur demande dans la même décision, mettent en place une commission au niveau communal. C'est une commission d'abord de réception, ensuite de ciblage et de distribution des aides qui sont envoyées. Cette commission est assistée par un partenaire local, qui est toujours un partenaire du CSA, qui est une ONG généralement, qui assiste avec tout ce qui est technique, c'est-à-dire que le rapportage technique et puis un peu de formation sur les guides et des ciblages pour expliquer comment les ciblages doivent se faire. Parce que quand on envoie de l'aide, on dit que si on envoie 100 tonnes à ceux qui sont destinés à 1000 personnes dans une commune donnée, il ne s'agit pas de les répartir comme on fait chez nous dans l'État, en disant qu'on doit les répartir entre tout le monde pour que les uns et les autres ne se disent pas exclus. Pardon. Il s'agit de les adresser effectivement à ceux qui sont les plus vulnérables. Et donc c'est tout ça, c'est processé. Une fois que cette disposition est faite, le rapportage est fait avec la liste nominative de toutes les personnes qui ont reçu, lesquelles liste est consignée dans un rapport global qui est adressé à toutes les autorités, y compris à nous-mêmes. Et c'est quand même une quantité importante de vivres que vous allez distribuer. Mais d'abord, comment vous faites pour collecter ces vivres-là, pour stocker ces vivres? Voilà, toujours chaque année, en fonction du budget mobilisé. Et là, je remercie aussi le ministère de l'économie et des finances et le ministre lui-même pour les efforts qu'ils font à maintenir encore les questions de sécurité alimentaire au rang des priorités budgétaires. Et donc, en fonction de l'allocation budgétaire qui est faite pour la reconstitution du stock, parce qu'on puise sur les stocks nationaux. Et il s'agit maintenant de reconstituer les stocks à hauteur de ce qu'on a puisé dessus l'année dernière. Donc, cette reconstitution s'adresse d'abord aux producteurs. C'est-à-dire que pour le moment, on ne peut pas s'adresser
l'OPAM ne peut pas s'adresser au producteur lui-même, il est obligé de passer par des entités qui sont légalement enregistrées et qui disposent de... soit c'est par des interprofessions, soit directement à partir des opérateurs économiques qui font des stocks. Nous sommes en train de travailler pour que désormais on crée un cadre qui permette d'abord un cadre légal, encadré par des textes, mais aussi qui permette aussi de mobiliser les moyens pour que l'OPAM désormais s'adresse directement aux producteurs pour les achats. Donc, tous les achats qui sont faits au niveau des céréales sèches, c'est-à-dire que les mil, sorgho, maïs, parce que le stock national de sécurité est presque exclusivement composé de ces spéculations-là. Et tout ça est acheté localement, que ce soit à travers des interprofessions ou des commerçants céréaliers maliens. Maintenant, il y a une partie du stock en fonction des habitudes alimentaires toujours et des urgences qu'on fait en riz pour permettre, parce qu'on sait que quand les gens sont déplacés, ils doivent avoir quelque chose pour survivre sur les 24 heures ou les 48 heures avant qu'ils aient les moyens de transformer les mils ou les sorgho ou les maïs. Il leur faut du riz directement qu'ils peuvent mettre directement dans la cuisine. Donc on met un peu de riz aussi sur le stock. On intervient aussi sur la base du riz qui nous est mis à disposition par certains partenaires comme la Chine et le Japon. Donc prioritairement, vous approvisionnez sur le marché local, le marché national, mais pas forcément les produits locaux, pas forcément, parce qu'il y a des produits importés qui sont aussi... C'est là où je voulais venir quand j'ai parlé du riz, justement. C'est seulement pour les riz, et lorsque on lance un appel et qu'on n'a pas satisfaction sur les marchés locaux, qu'on peut acheter. Là, on n'importe pas, mais on achète avec des commerçants, mais du riz importé. Ils importent, mais on achète toujours sur les marchés nationaux. À travers l'OPAM, bien sûr. On va parler tout à l'heure de la facilité, les opérations de facilité alimentaire. Mais d'abord, monsieur Dambélé, comment vous suivez tout cela, l'insécurité alimentaire? Bon, je suppose que ça joue aussi sur l'assainissement. Oui, tout à fait. Il y a un lien fort entre l'insécurité alimentaire et puis les actions climatiques. Monsieur le ministre l'a dit tout de suite. Les aléas climatiques tels que la sécheresse, les inondations, l'érosion, et d'ailleurs, on va en débattre tout de suite. L'année passée, les statistiques nous ont montré que près une grande superficie, en tout cas des terres cultivables, a été, comment dirais-je, perdu à cause des inondations et du coup qui a aussi un impact direct sur l'insécurité alimentaire. Donc cette initiative, elle est vraiment salutaire. Et donc, on demande du courage et bon vent à M. le ministre commissaire à la sécurité alimentaire. Monsieur le ministre, il y a aussi des opérations de facilité alimentaire. C'est quoi exactement? Alors, ces opérations d'abord de facilité alimentaire répondent à un souci. Et c'est une innovation qu'on a commencé à mettre en œuvre l'année dernière. Elle vise à empêcher que nos concitoyens s'installent dans l'assistanat et que les gens qui peuvent avoir, notamment ceux qui sont installés au niveau des centres urbains, qui peuvent avoir accès à des petits métiers, à des petits revenus, qu'ils aient aussi une facilité d'accès économique aux denrées de première nécessité. C'est pourquoi nous avons initié cette opération depuis l'année dernière. Nous l'avons mise en test à Bamako sur 600 ménages. Le test a été concluant et nous avons décidé de passer à l'échelle cette année avec 16 000 ménages, comme je disais tout à l'heure dans mon intervention. Elle consiste donc à mettre à disposition un certain nombre de ménages qui sont ciblés avec l'aide du développement social, toujours sous l'égide des autorités régionales, un certain nombre de ménages qui vont recevoir la possibilité d'acquérir du riz ou du mil à 50% du prix sur le marché. Lorsque le sac de riz est à 25 000 par exemple, les bénéficiaires payent 12 500. C'est pas en fonction du prix auquel nous on a acquis les céréales, mais c'est en fonction du prix du marché. Mais là aussi c'est un peu délicat, comment choisir les bénéficiaires. Voilà, alors ça repose sur le même principe. Nous travaillons tous d'ailleurs avec les ministères sectoriels concernés pour la mise en œuvre du registre social unifié qui va permettre de classifier tout ça de façon définitive, le nombre de personnes en situation de besoin d'assistance alimentaire directe, ceux qui peuvent avoir
ont besoin d'un accès économique et tout ça. Donc ça sera construit dans un registre et on sortira de cette problématique que vous évoquez et qui est réelle, celle du ciblage. Comment choisir le ciblage, il s'est fait par le développement social avec les critères que nous on met à disposition. Parmi lesquels critères, il y a un minimum de revenus qui permet quand même d'accéder à cela. Et chaque ménage a le droit sur l'année, sur les 12 mois, de revenus seulement 3 fois par an, c'est-à-dire 3 mois. Bénéficier de 3 mois et après on prend d'autres ménages justement pour éviter de continuer à installer les gens dans ces facilités-là. Donc dans le cadre de la facilité, on parle, c'est la subvention, mais est-ce que vous jouez aussi, est-ce que vous avez aussi un rôle à jouer dans la stabilisation des prix de façon générale pour le reste de la population? Absolument. Pour qu'il n'y ait pas de flambée. Absolument. Nous disposons d'un stock qu'on appelle le stock d'intervention de l'État, qui est essentiellement pour le moment composé du riz. On va peut-être les faire évoluer parce qu'on nous a demandé qu'il fallait mettre 10 000 et tout ça. Que composé du riz. Et ce stock-là, il est là, il est abondé. Et l'année dernière, il est intervenu d'ailleurs pendant la période des inondations. On a vendu à prix légèrement subventionné, en tout cas en dessous à peu près à 75%, 25% sur le marché de Bamako, le marché de Caille, Tombouctou et Gao, parce que c'est là que les alertes au niveau des prix étaient à ce niveau-là. Toujours l'agence de veille en sécurité alimentaire suit aussi la situation des marchés céréaliers. Et donc chaque semaine, nous avons un bulletin qui nous dit quels sont les prix au niveau de chaque marché réalisé. Et ces données sont croisées avec celles du ministère de l'Industrie et du Commerce, avec la DGCC, dans le cas où on met en œuvre des interventions. Et chaque fois que vous sentez qu'il y a une flambée des prix, vous mettez sur le marché. Oui, absolument. On a eu à faire ça l'année dernière et cette année, on ne l'a pas encore fait parce qu'on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais nous sommes prêts à les faire et le président vient de le dire. Il y a plus de 11 000 tonnes qui sont prévues pour cela, dans le cas où, avec les services compétents de l'État, on arrive à cette conclusion-là qu'il faut intervenir. Voilà. Et quelle est la céréale ou en tout cas la denrée qui est le plus utilisée? Est-ce que c'est le riz? Est-ce que c'est le maïs? Est-ce que c'est le mil? Ça dépend des zones. Ouais. Vous avez des zones où c'est plus le mil, le maïs qui est consommé, tel que la région de Sikasso, Prince Koutiala, et puis peut-être aussi la région de Caille. Mais globalement, ce qu'on constate depuis un certain temps, c'est que les Maliens font de plus en plus recours au riz. Donc on veut que la pression sur les riz est énorme. Je pense que je peux le dire sans me tromper que le riz est peut-être aujourd'hui la céréale la plus transformée, la plus consommée au Mali. On sait que l'État a prévu plus de 12 milliards pour cette campagne. Ce n'est jamais suffisant. Est-ce que vous comptez aussi sur la participation, sur la contribution d'autres partenaires? On sait qu'il n'y en a pas beaucoup maintenant. Oui. Alors, il n'y en a pas beaucoup maintenant, mais il y en a des bien engagés, très bien engagés avec nous, tels que la coopération chinoise, avec lesquels qui a presque triplé ses interventions en appui, non seulement en nature ou au stock. C'est ce qui nous a permis de passer même les caps des inondations l'année dernière, parce que ça nous a surpris et ce n'était pas bien pris en charge dans le plan national de 2024, parce que c'est arrivé après que les plans étaient élaborés et validés, même lancés. Donc on avait ce stock-là chinois qui nous a permis de faire face à toute cette situation. Et cette année aussi, nous sommes donc il y a des stocks qui sont en train d'être acheminés et en même temps les Chinois mettent à disposition aussi des fonds en renforcement de tout ça. Nous avons aussi, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le programme alimentaire mondial qui est encore engagé malgré malgré les retraits de certains partenaires. Le programme alimentaire mondial, je venais de le dire dans mon discours tout à l'heure, va mobiliser 15 milliards de francs CFA sous forme de coupons alimentaires cette année et 10 000 tonnes de vivres distribués en nature. Et quand vous parlez de coupons alimentaires, il s'agit de quoi? C'est des populations comme d'habitude qui sont ciblées et à qui on remet des coupons pour qu'ils aillent retirer? Oui, c'est des populations qui sont préidentifiées et à qui on remet des coupons à chaque distribution. Des distributions qui interviennent une fois par mois généralement, pendant la période de soudure, pendant les 4 mois. Et
c'est des coupons sur lesquels il est inscrit par exemple 30 000 francs. Et il y a une liste de denrées auxquelles vous avez droit. L'huile, cycle et tout ça. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Et donc vous allez chez un boutiquier, un commerçant partenaire du PAM, vous présentez les tickets et vous enlevez les denrées qui sont éligibles. Voilà. C'est comme un bon. C'est un bon, c'est ce qu'on appelle le coupon alimentaire. Mais vous avez parlé tantôt de l'OPAM. Bon, c'est qu'avant, au Mali, on connaissait beaucoup plus l'OPAM. Bon, il y a aussi l'Observatoire des marchés agricoles, il y a le système d'alerte précoce. Tout ça, c'est dans le cadre de votre fonctionnement. Comment vous faites pour coordonner tous ces services-là? Alors, d'abord, le commissariat à la sécurité alimentaire est à la tête d'un dispositif qui est composé de plusieurs autres structures. Nous avons celles que vous avez citées et vous savez, on peut avoir aussi des projets qui sont rattachés. Et donc, le dispositif repose sur toutes ces structures. Et je peux dire les piliers du dispositif sont au nombre de 3. Et il y a l'OPAM que vous avez cité et il y a la VASAN qui est la fusion qui a été la fusion du SAP et de l'Observatoire des marchés agricoles. Et vous avez le secrétariat technique et financier qui gère les financements à la fois de l'État et des partenaires techniques et financiers. Maintenant, nous avons engagé des réformes depuis un certain temps qui visent à consolider tous ces dispositifs-là et à lui donner une pérennité qui lui permet d'assurer sa mission sur la durée. Et je dis ça pourquoi je parle de pérennité, c'est que pour les systèmes d'alerte précoce et pour l'observatoire du marché agricole, la pérennité était menacée du fait qu'il n'avait pas un statut clair. C'était des structures projets qui relevaient du PRMC qui était financé par des partenaires essentiellement et avec les retraits, même avant l'arrivée de la transition de ces partenaires-là, ces structures-là étaient dans une situation de précarité. Donc nous avons travaillé à les fusionner et à en faire vraiment une agence sous forme d'un service de la présidence. Nous avons l'OPAM aussi, qui était une très vieille structure, dont les textes étaient très vieux, ils n'étaient pas très harmonisés avec ce dispositif, ni même en phase avec les textes, l'évolution des textes au niveau national. Donc il y a une loi et un décret de 2023 qui donc corrige cette situation au niveau de l'OPAM, et l'OPAM est en pleine réforme aujourd'hui et en pleine modernisation, comme vous l'avez vu, le parc des magasins rénové et tout ça. Et donc aussi au niveau de la gestion, nous sommes en train de travailler avec tous les acteurs pour renforcer les capacités de gestion de l'OPAM, pour les moderniser, pour faire de l'OPAM effectivement un levier de l'État en termes de centrale d'achat pour tous les produits de première nécessité alimentaire. Une dernière question, peut-être, Monsieur le ministre. Est-ce que si, par exemple, la saison est bonne, est-ce qu'on peut s'attendre à une diminution du nombre de cas de personnes ayant besoin de votre aide? Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des années où vous avez fait moins d'interventions? Tout à fait. En fait, l'année dernière, n'eût été les inondations, on aurait eu une baisse drastique du nombre de personnes. Mais les inondations sont venues gâcher tout ce que la nature avait donné comme bonne perspective. Mais sinon, on serait arrivé. Donc, je vais dire simplement que c'est une situation un peu complexe. Vous savez, dans le nombre de personnes en insécurité alimentaire déclarées chaque année, il y en a qui sont dans une situation de pauvreté structurelle. Qu'il y ait inondation, qu'il y ait bonne ou mauvaise campagne, ces gens-là sont dans cette situation. Donc nous sommes en train de travailler d'ailleurs pour essayer de démêler les deux situations et de faire une grande enquête, étude qui permet de dire de démêler cela et de trouver vraiment quelles sont les personnes qui sont touchées de façon conjoncturelle chaque année et sortir ceux qui sont dans une situation structurelle et adresser des réponses structurelles à ces questions-là, parce que les réponses d'urgence ne peuvent pas résoudre les problèmes structurels. Et donc, parmi ces personnes qui restent, il y a une partie qui est rendue vulnérable du fait du choc climatique, mais il y a une grande partie qui est rendue vulnérable du fait de l'insécurité. Donc déjà, cette première partie, cette petite partie qui est liée, rendue vulnérable par le choc climatique, effectivement, si la saison est bonne et tout ça, ces personnes se trouveront dans une meilleure situation. Mais globalement, lorsque la saison est bonne, les prix des céréales vont diminuer. Donc globalement, ça a un impact sur l'ensemble de ces groupes-là. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous passons maintenant à notre deuxième sujet, à savoir le concours interquartier de salubrité. Un concours lancé le 5 avril dernier et qui vient de rendre son verdict après 4 mois
tournoi de compétition entre les quartiers de Bamako et de Kati. Les meilleurs quartiers ont été récompensés. L'objectif est d'encourager les communautés à s'investir dans l'assainissement de leur cadre de vie. Suivons le reportage de Maïmouna Guindo avant d'en parler avec notre invité. Bamako et Kati propre, inondation stop. Tel fut le mot d'ordre retentissant qui, ce jeudi, a trouvé une résonance toute particulière au stade municipal de Torokorobougou. Après de longs mois de mobilisation communautaire intense, marquée par des actions concrètes sur le terrain, le concours interquartier de salubrité a enfin livré son verdict. Une cérémonie solennelle, rehaussée par la présence de 6 membres du gouvernement, est venue couronner les efforts acharnés des habitants unis par un même dessein, redonner à leur environnement toute sa dignité. Les lauréats, issus des quartiers de Bamako et de Kati, ont été honorés pour leur engagement sans faille en faveur d'un cadre de vie plus sain. L'évaluation finale des activités du concours a eu lieu du 1er au 4 juillet 2025 dans les 30 quartiers concernés par le concours. Comme résultat obtenu par les évaluateurs sur le terrain, le premier de la commune 1, c'est le quartier Fadjigila. Pour la commune 2, nous avons le premier, le quartier Hippodrome. Pour la commune 3, nous avons le quartier Ntomikorobougou. Pour la commune 4, nous avons le premier Djikronipara. Pour la commune 5, nous avons le premier, le quartier Daoudabougou. Pour la commune 6, nous avons comme premier le quartier de Senou. Maintenant, pour la commune de Kati, nous avons le premier quartier Sambakebougou. Pour le premier de chaque commune, nous avons 3 tricycles, 2 motos, des petits matériels d'assainissement, 50 brouettes, 50 pelles avec manche, 50 râteaux, 50 pelles, 50 paires de gants, 50 paires de bottes et 50 combinaisons. Des ruelles nettoyées au dépotoir transformées en jardins communautaires, les habitants ont rivalisé d'ingéniosité et de solidarité. Un constat partagé par la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Doumbia Mariam Tangara, qui a tenu à rappeler que la lutte contre les inondations ne saura se faire sans l'engagement actif de chaque citoyen. Les résultats parlent d'eux-mêmes. 217 séances de sensibilisation, dont 77 à Kati, pour informer les bonnes pratiques de gestion des déchets et des eaux pluviales. 327 sorties de nettoyage ayant permis d'assainir 285 lieux publics, écoles, marchés, espaces communs. L'implication directe de 254 organisations socio-professionnelles. L'évacuation de 5488,5 mètres cubes de déchets solides vers la décharge finale de Nouboudou, dont 537,5 mètres cubes pour Kati, sans compter les dépôts sauvages éliminés. Au-delà des chiffres, ce concours a permis de renforcer la cohésion sociale, de raviver le sentiment d'appartenance et de montrer que lorsque citoyens et autorités locales unissent leurs efforts, les résultats dépassent toutes les attentes. Permettez-moi de rappeler que ce concours s'inscrit dans les efforts structurels du gouvernement et de mon département pour améliorer durablement la salubrité et protéger l'environnement. Ces efforts incluent la révision en cours de la politique nationale de l'assainissement, la réalisation des grands travaux dans le cadre du plus bas, ainsi que l'entretien régulier des infrastructures de drainage pour prévenir les inondations. Ces actions, conjuguées à l'engagement communautaire, forment un socle solide pour bâtir des villes plus propres, plus saines et plus résilientes.
Parmi les figures emblématiques de cette édition, Daouda Simpara, maire délégué de Fadjiguila en commune 1, a vu son quartier couronné par l'exemplarité de ses actions. Une reconnaissance qui va bien au-delà des trophées remis. Elle incarne une vision collective où l'implication des populations transforme l'utopie d'une ville propre en une réalité tangible. Par rapport à la mobilisation, je pense qu'au niveau communal, lorsque nous avons pris part au lancement, nous sommes mis à l'œuvre. Nous avons même déjà une commission au niveau communal d'abord qui va prendre tous les points par rapport à ça et aussi suivi de la mise en place d'une autre commission locale, la commission des quartiers. Tout ça, ça peut permettre à la bonne marche de l'activité qui a été la bienvenue au niveau de la commune. Nous sommes très contents, c'est une fierté. Dans la mesure aussi, c'est basé dans le cadre de la citoyenneté aussi. Parce que vous savez que les citoyens se sont mobilisés par leurs efforts, par leurs propres efforts. Ce concours interquartier, bien plus qu'un simple événement ponctuel, s'impose désormais comme un levier structurant de la gouvernance urbaine participative. Les quartiers primés deviennent des références, des foyers d'inspiration pour d'autres communautés. Car, en fin de compte, la salubrité ne révèle pas d'un geste isolé, mais d'un effort partagé, un pacte citoyen au service d'une ville plus propre, plus sûre et surtout plus humaine. Voilà, monsieur Damele, le concours a duré 4 mois. D'abord, est-ce qu'on peut savoir quels sont les quartiers, combien de quartiers ont participé effectivement à ce concours dans les communes de Bamako et de Kati? Merci beaucoup, monsieur Kone. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'ORTM de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer au nom de Madame le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable sur un sujet aussi important que l'amélioration du cadre de vie des populations. Évidemment, pour le concours dénommé Concours interquartier de salubrité à Bamako et à Kati, le concours a regroupé 32 quartiers, dont 28 quartiers de Bamako et 4 quartiers de Kati. Les quartiers dans chaque commune, vous avez un nombre défini de quartiers par commune à Bamako? Ou bien c'était les quartiers qui vous sollicitaient pour qui faisaient acte de candidature? Merci pour la pertinence de la question. Pourquoi d'abord ce concours interquartier? Pour rappel, l'année 2024 a été marquée par des précipitations exceptionnelles, des inondations récurrentes qui ont causé des dégâts matériels, de pertes en vie humaine, de pertes des champs agricoles, de pertes de septielles et même occasionné des déplacements des populations. Et donc, suite à cela... L'une des causes de ces inondations, c'est l'insalubrité. L'une des causes de ces inondations, c'est l'insalubrité et notamment les actions anthropiques. Et donc, c'est-à-dire par nos constats, ce sont les citoyens, certains citoyens qui déversent les ordures dans les caniveaux, les collecteurs, et presque dans tous les ouvrages de drainage des eaux pluviales. On appelle ça les bonus. Hein? Voilà, c'est ça. Ou promo. Tout à fait. Hein, quand il y a de la pluie, alors on sort, on en profite pour jeter tout ce qu'on a comme ordure. Voilà. Donc, pour que cela ne se répète pas en 2025, le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, a réfléchi ces concours pour que, avant que l'hivernage commence, que ces dispositions soient prises afin, en tout cas, de protéger nos ouvrages de drainage des eaux pluviales. Et partant de cela, rendre Bamako et Kati propres. D'où le slogan Bamako et Kati propres, inondation stop. Maintenant, le thème qui est salubrité et engagement citoyen, agissons avant les pluies, c'est pour pouvoir mettre ensemble tous les acteurs afin de prévenir les risques d'inondation. Et donc, maintenant, une commission nationale, ou en tout cas une commission d'organisation composée des acteurs de Bamako et de Kati a été mise en place, et cette commission a dégagé des critères. C'est en fonction de ces critères que les
choix des quartiers ont été faits. Maintenant, ça a concerné indirectement tous les quartiers de Bamako et tous les quartiers de Kati. Parce que mais tous n'ont pas participé. Non, une équipe restreinte a été mise en place pour faire l'état des lieux de tous les quartiers. Et en fonction des critères établis par la commission, les 32 quartiers ont été sélectionnés. Ces critères étaient quoi? Puisque c'est pour prévenir les risques d'inondation. Nous avons déjà la cartographie pratiquement de toutes les zones inondables de Bamako, notamment les bassins versants des grands collecteurs. Parce que pour pouvoir empêcher l'obstruction des ouvrages de drainage, il faudrait travailler en amont et dans le bassin versant. Donc le concours est organisé pour que dans le bassin versant, les points noirs, les tasses noires ou les dépôts sauvages qui sont surtout aux abords de ces collecteurs-là puissent être évacués. Pendant la période de pluie, très généralement, ce sont les ordures des lieux publics, des marchés, des rues qui sont drainés, charriés à travers les eaux de pluie et qui se retrouvent dans ces caniveaux, dans ces collecteurs. Donc, le premier critère était de voir en fonction des bassins versants des différents collecteurs les quartiers qui sont proches de ces bassins, de ces collecteurs, pour que quand on agit au niveau de ces quartiers, l'impact positif puisse être senti directement et que, puisque l'État organise tous les ans aussi des travaux de curage. Maintenant, ces curages-là sont faits, mais après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on a tendance à croire qu'il n'y a pas eu de curage. C'est vrai, ces curages-là sont réellement importants. Mais pour encore donner, en cas pérenniser les acquis de ces curages, il faut travailler en amont, en empêchant que les déchets, les ordures puissent encore se retrouver dans ces mêmes caniveaux. Et pour primer, pour faire le choix entre les quartiers en termes de verdict, vous avez un jury certainement, ou c'est la commission d'organisation qui faisait office de jury? Pas directement la grande commission d'organisation. Au sein de la commission d'organisation, on a mis en place une commission technique d'évaluation. Et c'est la commission technique d'évaluation qui, avec les critères établis et validés par la grande commission, qui a fait les différentes notations. Et le critère était quoi des notations? D'abord, les quantités de déchets solides évacués, collectés et évacués à la décharge de Numumbougou. Le nombre de sensibilisations organisées par quartier. Parce que l'inclusivité ou le caractère participatif du concours est que ce n'est pas seulement les services techniques qui ont mis quelque chose sur papier, mais c'est dans la plus grande collégialité avec les collectivités. Et les collectivités se sont aussi appuyées sur les quartiers. Parce qu'au niveau de tous les quartiers, il y a les comités de gestion. Et donc, ce sont ces comités de gestion ou comités de salubrité qui ont presque animé pendant toute la durée du concours les activités sur le terrain. Est-ce que les mairies ont joué un rôle dans ce concours? Parce qu'on sait que les mairies sont normalement les structures qui doivent s'occuper de l'assainissement. Les mairies ont joué un rôle très important dans le cadre de ce concours. Elles ont appuyé depuis le choix, les critères, les services techniques n'ont pas à eux seuls directement valider les critères. Les critères ont été validés de commun accord avec eux, la mairie du district de Bamako à travers la délégation spéciale et les 6 mairies, du district de Bamako. Donc tout le monde a participé à la validation des différents critères d'abord avant que le concours ne soit entamé. Et le suivi, supervision, tous ces aspects-là ont été menés avec les collectivités. Même parce que pendant toute la durée du concours, Madame le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement et du Développement durable, tous les samedis, elle sortait pour superviser elle-même et prodiguer des conseils. Et nous, après son passage directement, on mettait en place un petit programme de suivi de la mise en œuvre
des recommandations édictées par Madame le ministre lors de son passage. Et donc, pendant toutes ces sorties, elle était aussi accompagnée par les collectivités. Donc, du coup, elles ont participé à toutes les activités du concours. Monsieur le ministre, je voulais vous faire réagir. Est-ce que vous pensez que ce genre de concours permet à Bamako d'être propre, réellement? Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à dire que nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, nous avons eu à intervenir lors des inondations de l'année dernière et nos capacités d'intervention ont été mises à rude épreuve parce qu'il s'agissait là d'actions qui n'étaient pas planifiées. Donc c'est pourquoi je remercie le gouvernement à travers le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable pour toutes ces actions de prévention qui sont mises en œuvre pour éviter justement qu'on en arrive aux inondations, enfin aux conséquences, que les inondations n'aient pas de conséquences comme celles que nous avons eu l'année dernière. Donc c'est une très bonne chose, je le disais tout à l'heure, je le disais, bon, mettre en compétition notre communauté, généralement fonctionne comme ça, quand on met les gens en compétition, ils surpassent même leur capacité. Mais je pense qu'on doit aller au-delà de ça, on doit vraiment aller vers des actions durables de sensibilisation. À travers des spots, à travers, pourquoi pas, obliger tous les médias, à la fois d'État et privé, à avoir un petit coin dans lequel ils sensibilisent la population sur le traitement de toutes ces questions-là. Monsieur Dambélé, on sait que quand on organise ce genre de concours, on a forcément besoin d'argent. Est-ce que vous avez un budget qui a financé, c'était quel montant pour organiser ce concours? Merci beaucoup, M. Koné. Effectivement, on a eu besoin quand même d'un accompagnement. Et c'est vrai, l'État même, à travers le département environnement, a fait quelque chose. Mais comme nous travaillons étroitement avec le projet de résilience urbaine de Bamako, qui est financé par la Banque mondiale, et d'ailleurs dont presque toutes les composantes sont de l'assainissement. Et donc, à travers ce projet, nous avons eu, comment dirais-je, le financement pour les matériels d'assainissement qui ont été remis voilà, juste après la proclamation des résultats. Mais bien avant la proclamation des résultats, au démarrage du concours, le ministère de l'Environnement lui-même a accompagné tous les quartiers, tous les 32 quartiers voilà, du concours à travers 600, à peu près 600 brouettes, 600 pelles, 600 râteaux. Donc du coup, c'était vraiment une première fois qu'on donne quelque chose aux quartiers qui prennent part au concours bien avant que le concours ne soit fini. C'était un budget suffisant? C'était un budget suffisant pour accompagner les populations afin que les résultats dont nous avons besoin puissent être atteints par le concours. Et tout le monde a vraiment apprécié cette initiative d'accompagner au départ les quartiers. Et comme résultat, on peut dire qu'il y a eu peut-être une toute petite amélioration dans l'assainissement de ce quartier, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va continuer? Comment vous allez faire? Est-ce qu'il y a un suivi pour que ça puisse durer dans le temps? Merci beaucoup pour la question. Je ne sais pas si vous avez suivi l'intervention de Madame le ministre. Et dans son intervention, elle a mis l'accent sur le fait que les matériels qui ont été remis ne vont ni être vendus, ni être partagés. Mais ces matériels-là vont être gardés pour rendre, en tout cas pérennes, les activités d'assainissement des différents quartiers. Et aussi, elle a demandé à tous les quartiers, à toutes les communes, d'élaborer des plans d'action d'assainissement dont la mise en œuvre va être faite en collaboration avec les élus communaux. C'est bien d'avoir du matériel, mais il faut aussi motiver ceux qui utilisent ce matériel. Est-ce que vous avez un programme pour encourager les jeunes qui sont principalement appelés à faire ce travail-là? Oui, parce que le concours, son importance n'est pas qu'on voit seulement son effet pendant la durée du concours. Ça, c'est la phase active. Mais après la phase active, il faudrait quand même que des actions durables puissent continuer. Et pour durabiliser ces actions, nous avons demandé à ce que chaque quartier élabore son plan d'action d'assainissement dont le suivi sera fait et par les collectivités et par les services techniques. Et c'est pourquoi, dans le cadre de ces concours-là,
Madame le ministre a tenu à ce qu'on donne une moto à chaque commune. Et donc, les mairies vont se, comment dirais-je, servir de ces motos-là pour faire la supervision en temps réel. Donc le travail va être plutôt coordonné par les mairies. Ça va être coordonné par les mairies et aussi sous la supervision, je dirais, sous la supervision aussi des services techniques. Parce que conformément, comment dirais-je, au texte, le ministère de l'Environnement à travers la DNACPN a pour comment dirais-je, mission, l'élaboration des éléments de la politique en matière d'assainissement et de lutte contre les pollutions et les nuisances. Et dans ce cadre-là, c'est pour que nous puissions mettre des stratégies, des schémas, afin que ceux qui sont chargés, en tout cas de l'opérationnel, puissent le faire. Donc, du coup, nous devons les suivre, les accompagner, parce qu'une des missions aussi du ministère de l'Environnement ou de la DNACPN est d'organiser le secteur de l'assainissement. Une toute dernière question, M. Dambélé. Vous avez organisé ce concours à Bamako et Kati, et pour les autres régions, est-ce que vous avez un programme de concours aussi à l'intérieur du pays? Le concours ou les concours dans les autres localités du pays sont programmés, mais on a jugé nécessaire d'abord de le commencer par Bamako et Kati, et de façon progressive, ça va continuer. Sinon, il y a 2 ans de cela, nous avons élaboré un guide méthodologique d'organisation de concours villages propres. Et ça concerne tout le pays. Merci beaucoup, M. Dambélé. On espère que ce concours va permettre à nos quartiers d'être propres. Merci également à vous, M. le ministre, d'être venu. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal de 13h avec Aïché Baba Keita. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir.